Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, c'est en Loire-Atlantique que je vous retrouve à Saint-Nazaire. Et quand on pense à Saint-Nazaire, évidemment, on pense à la fabuleuse aventure des paquebots. C'est ça que j'avais envie de vivre aujourd'hui. Et pour découvrir cette époque formidable des voyages transatlantiques, il y a un lieu à visiter, Escale Atlantique. Et mon guide dans cette traversée, c'est Tiffaine. On est dans la base sous-marine, on monte une passerelle et tout à coup, on est à bord d'un paquebot. C'est l'idée ? C'est complètement l'idée. En fait, on va suivre le parcours du passager, en tout cas pour partie, et on quitte la terre, on embarque et on rentre dans un paquebot, ou en tout cas le paquebot de tous les paquebots, puisque Escale Atlantique, c'est une proposition de parcours à l'intérieur d'espace qui évoque des différents paquebots à différentes périodes. Alors déjà là, c'est la première salle, on est plongé dans une atmosphère différente. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors ici, on est dans l'évocation d'un hall d'embarquement première classe. Les passagers, en tout cas à partir des années 1920-1930, arrivaient dans des grands halls monumentaux et qui leur permettaient d'abord d'avoir les premières informations sur le navire. On allait leur dire où était leur cabine, quel allait être le dress code de la soirée, enfin voilà, toutes ces choses-là. Ça va, on est assez habillés correctement là pour embarquer, ça ouais. Va. Après, il va falloir faire un petit effort pour la soirée vrai. de gala. Ah ouais. Et voilà. Et donc, en fait, dans ce hall, on l'a orienté autour du paquebot Normandie, qui est un des plus grands paquebots peut-être du monde. En tout cas, il a vraiment marqué, qui a été mis en service en 1935, qui n'est pas représentatif de tous les paquebots, mais qui est absolument exceptionnel. Il est mythique. Il est complètement mythique par son histoire, sa ligne, sa rapidité, son hydrodynamisme et ses emménagements très luxueux. Donc le Normandie, c'était quelle année à peu près ? Alors, il est mis en service en 1935 et malheureusement, il va disparaître pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Donc c'est un paquebot qui en plus a une histoire un peu tragique. Il va disparaître prématurément puisque quand un armateur lance un paquebot, c'est pour 20 à 25 ans de service et celui-ci aura une carrière très très courte. Tiffaine, pourquoi à l'époque on traversait l'Atlantique ? Pour plusieurs raisons. On commence à développer ces traversées transatlantiques à partir du milieu du 19e siècle, transatlantique ou transocéanique, puisque en fait, ces lignes irrégulières de paquebots avec des machines à vapeur qui sont fiables permettent de relier tous les continents. Et on est dans une époque d'internationalisation des échanges, coloniaux, mais pas seulement, diplomatiques, militaires, commerciaux. Et donc il y a de plus en plus de personnes qui vont avoir nécessité à aller vers un autre continent. Et puis... C'était pas tellement du tourisme alors ? Ah, c'était absolument pas du tourisme, ou très rarement, en tout cas de manière très très annexe. D'abord parce que les voyages étaient très longs. Donc quand on partait par exemple de Saint-Nazaire pour aller vers les Antilles et le Mexique en 1862, on mettait 19 jours de traversée. Oui. Une fois qu'on était arrivé, on s'installait un peu avant de repartir. Donc il y avait vraiment cette idée-là. Et dans cette histoire-là, il y a un deuxième phénomène qui va renforcer cette dimension, et notamment là particulièrement transatlantique, c'est le phénomène des migrations européennes. Oui. Entre 1820 et 1925, on estime qu'il y a 60 à 65 millions d'Européens qui vont quitter l'Europe et qui vont aller chercher une vie meilleure, notamment aux États-Unis. On estime à peu près la moitié, 30 à 32 millions vers les États-Unis. Alors ces passagers, quand ils arrivent, ils vont aussi découvrir leur cabine. On vient de les traverser. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Par exemple, j'ai bien vu que le mobilier, il avait une forme très particulière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment c'était fabriqué ? Alors dans les cabines, à travers le temps, il y a toujours des invariants. On va toujours retrouver évidemment un couchage, il faut dormir. Donc si on est en troisième classe, c'est une couchette. Si on est en première classe, c'est un lit. On va trouver un fauteuil, on va trouver un rangement et un point sanitaire. Ça peut être un simple lavabo ou une salle de bain. Et puis plus on monte dans les classes, plus on pense à l'esthétique aussi. Alors plus on monte dans les classes, évidemment, plus on pense à l'esthétique et plus on va raffiner l'esthétique et le décor. Et on a des paquebots où, par exemple, si on revient à Normandie, où on a en première classe, on a 492 cabines et qui sont toutes différentes. Tu parlais des espaces où on se rencontre, c'est des choses qu'on voit aussi ici ? Oui, et qu'on verra un peu plus loin. Donc là, pour l'instant, on est passé du confort feutré et quasi individuel des cabines à l'inconfort collectif
des entrepôts des migrants, puisque les migrants voyageaient dans des grands entrepôts avec dortoirs et souvent réfectoires, de 200 à 400 personnes. Et puis à l'évocation de la cale, parce que la cale faisait aussi partie du navire. Alors ça, les passagers n'y allaient jamais, bien sûr, ça reste des espaces qui sont réservés à l'équipage, mais on est ici dans cette évocation des cales. Pour la petite histoire, sachez que le grand-père de Tiphaine était capitaine d'un paquebot. On continue notre découverte de cet étonnant musée et on se retrouve sur le pont du bateau. Là, plus aucun doute, nous sommes en pleine croisière. On vient de sortir de la tempête, mais effectivement, on a eu un bon grain. Alors ici, on voit toujours la mer, mais on est plus au calme. Ça s'appelle comment ici ? Donc ici, on est sur les ponts, en fait, ces ponts promenades qui permettaient aux passagers de prendre l'air, de marcher. Il y avait des activités, des jeux. Et puis, c'est bien sûr sur ces ponts qu'on va trouver les chaises transatlantiques, ces fameux transats qu'on a aujourd'hui dans nos jardins et qui viennent des paquebots et qui permettaient de s'installer pour lire, pour se reposer, pour discuter. Le pont, c'est vraiment un endroit de sociabilité qu'on va utiliser à peu près toute la journée, matin, après-midi. Alors à bord des paquebots, il y a un vrai rituel, c'est ce qu'on appelle le bouillon de 11 heures. C'est-à-dire que vous vous installez, quand vous voyagez en première classe, quand vous êtes arrivé dans le hall, vous avez réservé pour un créneau horaire votre transat. Donc il y a votre petit nom sur le transat, tu t'installes. Et puis à 11 heures arrivent des chariots. Et sur ces chariots, on va proposer soit un bouillon, soit le thé. Et en même temps, il y a une fascination du spectacle de la mer. Donc on aimait s'installer sur ces transats et puis ça permettait là pour le coup de lier la discussion et souvent dans les films de fiction on les voit mis en scène très très fréquemment parce que c'est vraiment un lieu où il va se passer plein de choses forcément. Voilà, c'est le mythe. On a beaucoup de photos d'archives où on voit des passagers de première classe installés, évidemment toujours très bien habillés parce que quand on est à bord, on va reproduire les codes sociaux qui existent à terre, mais alors de manière amplifiée. Donc, pour une journée à bord, on va se changer 6 ou 7 fois. Ah, c'est vrai ? Bien sûr. Le matin, on va mettre une tenue de sport pour aller sur les ponts. Et puis ensuite, pour s'installer dans le transat, on va se changer. On va passer une autre tenue pour le déjeuner. On passera une tenue pour l'après-midi un peu plus tranquille pour aller jouer. On va changer de tenue pour l'heure du cocktail, changer de tenue pour le dîner. Et puis s'il y a une soirée de gala et où on va danser, la tenue de gala. On va mettre une tenue pour danser. Tiphaine, qu'est-ce qu'on mange ce midi à bord du paquebot Normandie ? Il va falloir choisir parce que le midi, il y a plus de 45 propositions à la carte. Ah, quand même. Ah oui, mais non, là, on arrive sur le dessert, la glace à l'ananas. On est quand même dans les années 30, donc l'ananas est un mets raffiné et rare. Quelques huîtres, pour célébrer la Normandie. Ouais. Délices de sol au raisin de champagne, évidemment poisson fin. Je pense qu'on va aller vers les entrées, asperges sauce mousseline, c'est sympathique aussi. Bah oui. Et ah oui, parce que évidemment poisson et viande, poularde de Bresse, pour faire honneur. C'était une cuisine très raffinée en fait. C'est une cuisine très raffinée, assez abondante, qui est raffinée dans les mets que l'on va choisir. On va vraiment valoriser ce qui est l'image aussi de la France à l'international, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on va vers les États-Unis et que c'est une clientèle européenne et américaine qui embarque à bord de Normandie en première classe. Est-ce que la salle, parce que alors là c'est très impressionnant, mais la salle où on mangeait, elle avait un plafond aussi haut qu'ici? Elle avait un plafond aussi haut qu'ici, on est à plus de 7 mètres et la longueur de la salle à manger était de 87 mètres. 87 mètres. Donc c'est énorme en fait. C'est gigantesque. C'est une salle à manger. La salle à manger de première classe, elle accueille 700 convives et elle est située au centre du navire, complètement aveugle. On ne voit pas l'extérieur. Alors le centre du navire, ça permet d'avoir un meilleur centre de gravité, donc du coup on est moins malade, et le fait de ne pas avoir de vue sur l'extérieur, ça évite quand il y a de la mer que l'estomac suive les yeux et fasse ce mouvement-là. Voilà. Et après, on va travailler la lumière, donc on va créer un décor de lumière avec. C'est ce qu'on voit ici, et avec aussi des. Alors ça, ce sont des pavés de verre qui recouvraient tous les murs de la salle à manger, 6000 pavés de verre. Et on va jouer aussi avec des grands luminaires créés par la LIC qui vont ramener cette lumière dont on dit qu'elle était légèrement orangée. Et on parle d'une sorte de cathédrale des mers. C'est magnifique. Qu'est-ce qui, toi,
t'impressionne le plus? Pour moi, ce qui est le plus fort, c'est à la fois tout le génie humain qu'on va investir dans la constitution d'un paquebot et toute la manière dont on va faire voyager des passagers. Alors évidemment, quand on est en première classe avec beaucoup de confort, de luxe, quelles que soient les époques, les modes changent, mais ça reste. Et en même temps, tout ce que ça révèle de notre monde et des échanges de notre monde avec ces gens qui embarquaient aussi dans les entrepôts des migrants, qui n'avaient pas le droit au même luxe, mais qui vont créer aussi tous ces ponts et tous ces liens avec d'autres lieux, d'autres continents, d'autres sociétés, parce qu'ils ont participé au peuplement des États-Unis. Donc ça, pour moi, c'est ce qui est incroyable. Passionnante cette visite. Si vous passez par Saint-Nazaire, je vous conseille de monter faire un tour à bord. De l'autre côté du bassin, en face de la base sous-marine, il y a cet autre bâtiment de la Seconde Guerre mondiale. Depuis quelques semaines, il accueille un nouvel espace d'exposition autour des énergies renouvelables avec l'éolien en mer. Véronique, on a une super vue, en plus en plein soleil, c'est génial. Mais qu'est-ce que c'était à l'origine ce bâtiment ? Alors là, on est sur l'écluse, sur une écluse qui a été fortifiée pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est directement liée, la fortification, à la base sous-marine qui est de l'autre côté du bassin de Saint-Nazaire. Elle permettait aux sous-marins allemands de sortir du bassin sans être vus de l'espace aérien. Et aujourd'hui, ici, c'est un espace d'exposition d'Éole. Alors Éole, qu'est-ce que c'est ? Alors Éole, c'est un site qui vient juste d'ouvrir ses portes et en lien direct avec l'activité industrielle du territoire et notamment en lien avec le nouveau parc d'éoliennes offshore qui va se créer au large de Guérande. Donc offshore, ça veut dire ? Offshore, ça veut dire une éolienne implantée en mer. Alors Éole, donc activité éolienne, on s'est baladé un petit peu en bas. Ça a l'air assez rigolo à faire. J'ai vu des gens qui étaient sur des vélos. Il se passait quoi ? En fait, ces gens expérimentent l'énergie, c'est-à-dire qu'en pédalant, ils font tourner une éolienne qui se trouve juste en face d'eux. Donc ils expérimentent la force du vent à travers ces vélos. Du coup, c'est une visite qui est plutôt sympa à faire avec des enfants, non ? Oui, parce que c'est ludique, c'est interactif. Si on est avec les enfants, on peut leur apporter des informations sur ce qui va se passer au niveau industriel, sur tout ce qu'on voit. Pour redécouvrir Éole et puis les paquebots de Escale Atlantique, rendez-vous sur terredefrance.tv où vous retrouverez aussi toutes les informations sur ces 2 lieux à visiter à Saint-Nazaire. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes.